Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je remercie vivement Olivier Chaline, professeur à l'Université de Paris-Sorbonne, université avec laquelle nous sommes liés, mais je suis aussi particulièrement lié à Olivier Chaline depuis longtemps. D'ailleurs, je me souviens d'un travail concernant un parlementaire de Normandie. Oui, travail qui continue d'ailleurs. Ah ben vous voyez, les choses se poursuivent. Et je suis heureux aussi que David Feutry ait accepté, comme Olivier Chaline, le principe de cette discussion. David Feutry a bénéficié d'un prix de la chancellerie qui est intervenu au cours de l'année dernière et qui a couronné le livre dont l'un et l'autre vont parler ce soir. J'en profite pour faire un tout petit commentaire de mon cru concernant la feuille qui vient en accompagnement de cette conférence et l'illustration qui accompagne cette feuille et qui présente un lit de justice. C'est, me semble-t-il, la seule occasion d'exercice du pouvoir dans lequel on voit le pouvoir se présenter selon la diagonale. Partout ailleurs, le pouvoir s'exerce du point de vue des médianes, mais jamais du point de vue des diagonales. Pour ce qui me concerne, je me suis émis à moi-même un certain nombre d'hypothèses. Peut-être allez-vous en parler d'ailleurs, mais ça m'étonnerait. Mais je trouve que c'est une question qui mérite un jour une réponse. Je pense qu'il faut aller au-delà d'une réponse un peu sarcastique qui consisterait à dire que dos au mur, le souverain, comme les chefs de la mafia, évite les coups dangereux. Mais il y a tout de même, dans cette organisation de l'espace du pouvoir, il y a quelque chose de tout à fait surprenant. Sur cette considération sans doute oiseuse, je laisse l'un et à l'autre la parole. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs et je suis très content de retrouver Jean-Michel Legnaud. Effectivement, nous avions opéré en commun sur un parlementaire, justement, parlementaire normand, le président Leroux d'Acquigny, et il se trouve que je me remets à travailler sur ce personnage. Je suis heureux de saluer aussi Olivier Poncet, et puis il y a différents visages connus que je retrouve avec plaisir dans cet auditoire. À commencer par le vôtre, cher David, puisque vous êtes en même temps que messieurs du Parlement le héros de ce jour. Alors, la première chose qu'il faudrait que vous nous expliquiez, c'est quand même la première ligne de votre titre, parce que je connaissais les tigres de papier, mais les plumes de fer et les robes de papier, je ne les avais pas encore rencontrées, et ce serait bien que vous puissiez nous expliquer pourquoi avoir choisi ce titre insolite. Dans la bibliographie sur les parlements, il y a souvent des titres soit purement descriptifs, soit qui nous donnent tout de suite une interprétation absolument évidente. Si c'est la rébellion des cours souveraines, là au moins on est averti. Mais ici, vous avez une idée insolite et manifestement, vous avez voulu nous suggérer quelque chose. Quoi donc ? Bien, Monsieur Chaline, merci pour cette première question. Je tiens aussi à remercier le directeur de l'école, Jean-Michel Legnaud, pour cette invitation. J'aurais aimé dire que je reviens sur les lieux du crime, mais c'est faux puisque j'inaugure aujourd'hui, pour la première fois, ma présence dans cette nouvelle salle de conférence sur le nouveau siège de l'École des Chartes. Oui, effectivement, alors peut-être simplement par volonté d'être abscon et de compliquer la tâche de mes confrères du catalogage à la Bibliothèque nationale de France, mais en réalité, il y a une motivation profonde. L'historiographie traditionnelle dont j'ai été nourri a eu souvent tendance à faire du Parlement de Paris ce Léviathan si redouté par la monarchie et qui fut à l'origine de sa chute, notamment par ses discours enflammés que semblaient représenter les remontrances.
le Parlement semblait, à chaque crise, percer un peu plus l'armure royale de ses plumes de fer, ses fameuses remontrances. Pourtant, quand on s'intéresse précisément aux moments de tension extrême, comme en 1756 ou en 1771, une contradiction flagrante apparaît. Les discours n'étaient suivis d'aucun acte fort de la part du Parlement. Et bien au contraire, puisque cette force soi-disant perturbatrice était systématiquement balayée par des coups de majesté, comme en 1756, comme en 1771, en faisant davantage des robes de papier, c'est-à-dire des magistrats finalement dépendants du roi par l'office. En 1756, comme en 1771, malgré les contestations, malgré les grèves, malgré les exils, jamais le Parlement ne réussit à infléchir la décision d'un roi décidé à ne pas changer. Le titre incite donc le lecteur, par ce renversement liminaire, à faire abstraction du substrat historiographique pour découvrir toutes les facettes d'un Parlement dont on parle beaucoup, mais sur lequel on ne connaissait jusqu'alors que très peu. Alors, nous reviendrons tout à l'heure d'autres questions sur l'historiographie et l'usage que notre ami David en fait. Ce qu'il faut signaler, je connais maintenant David depuis plusieurs années grâce à Olivier Poncet, c'est que cette thèse de doctorat qui a été récompensée, le prix de la chancellerie, mais aussi le prix des thèses d'Alexandre Varenne, un prix très bien parce qu'il permet de publier la thèse immédiatement, sans coupe, et dans des délais très brefs. Ça, évidemment, c'est très appréciable. Alors, dans l'existence de chercheurs qui est la vôtre, David, j'ai d'abord vu avec plaisir votre thèse de l'école des Chartes sur le procureur général Guillaume François Joly de Fleury, et puis, pour ce qui était déjà en soi une pièce très importante, et il est vrai que un étudiant déjà tout à fait sérieux aurait pu déposer sur le même sujet, reprendre sa thèse de charte et la développer et en faire un doctorat d'histoire nouveau régime. Ça a été déjà très bien. Alors vous avez choisi de faire encore plus difficile et encore plus gros, puisque d'un procureur général, vous avez choisi de passer à un élargissement du sujet et à nous saisir 3/4 de siècle, 1715-1790, et ce qui est plus lourd encore, le Parlement de Paris tout entier, c'est-à-dire qu'on a une véritable foule hiérarchisée qui est devenue votre sujet. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi une thématique parlementaire? Est-ce que ce sont vos professeurs d'école des Chartes qui ont eu le bon goût de vous orienter dans cette direction, ou est-ce que par inspiration personnelle, vous avez trouvé votre chemin de Damas de ce côté-là? Alors, il y a toujours un peu, après la thèse, une sorte de déterminisme calculé. On a toujours envie de dire, une fois la thèse terminée, j'ai toujours rêvé de travailler sur le Parlement de Paris et j'ai accompli mon rêve. C'est évidemment, à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus complexe. Ce fut un choix initial largement hasardeux pour le Parlement de Paris et qui tient en grande partie à Olivier Poncet qui, un jour de décembre 2008, je lui demandais un sujet qui devait me servir de thèse d'école des Chartes et ensuite de thèse de doctorat puisque je prévoyais de passer l'agrégation, et après plusieurs suggestions, il m'avait parlé de Joly de Fleury. Alors, je trouvais que ça sonnait relativement bien, un nom assez fleuri, et je me suis dit, pourquoi pas, en plus Fleury, Feutry, ça porte à la confusion, donc je me suis dit pourquoi pas. De noblesse. Oui, c'est ça, et je me dis pourquoi pas, et l'avantage c'était que j'étais persuadé d'une chose, c'est que ma scolarité ne permettrait pas, à l'école et ensuite pour le doctorat, ne permettrait pas d'épuiser le fonds gigantesque que constitue la collection Joly de Fleury, à savoir plus de 2500 volumes. J'avais donc un bagage lourd à porter pour toutes ces années qui me permettait de ne pas vider absolument tout pour ma thèse d'école et de poursuivre peut-être sur Joly de Fleury dans un premier temps pour la thèse de doctorat.
Ce qu'il faut savoir, c'est que rapidement, en consultant ce fonds considérable, je me rendais compte que le fonds Joly de Fleury ne parlait pas uniquement des Joly de Fleury. Et il ne parlait même pas uniquement du parquet. La collection Joly de Fleury ouvrait de larges perspectives et était un observatoire commode pour voir le fonctionnement du Parlement de Paris. Pourquoi ? Parce que régulièrement, le procureur général était assailli de demandes, de plaintes, avec des dossiers constitués toujours de la même chose, où dans un premier temps, il y avait de larges parties descriptives. Et dans ces larges parties, on précisait, voilà, nous, membres du greffe, nous avons tel problème. Et nous allons vous exposer comment cela fonctionne en théorie et comment cela fonctionne en pratique. Avec systématiquement des demandes, des requêtes, des demandes ou des problèmes que le procureur général devait régler. Au fil du temps, je me suis rendu compte, finalement, j'en suis venu aux mêmes conclusions que le comte de Laborde qui avait reçu, dans les années 1850-1860, ce fonds considérable aux archives nationales. Il avait vu ce fonds, cette série X, ces archives du Parlement, qu'il appelait un trésor dont il n'avait pas la clé. Tellement la masse était importante et tellement les informations ne pouvaient pas suffire à étancher la soif d'un seul chercheur. Et j'ai trouvé que ce fonds constituait non pas pour moi un trésor, ou c'était un trésor mais non pas une clé, mais le fonds du Parlement constituait une notice commode le fonds Joly de Fleury constituait une notice commode pour expliquer finalement le fonctionnement du Parlement. Et c'est à partir de ces premières recherches sur le procureur Joly de Fleury que j'ai progressivement commencé à comprendre le fonctionnement du Parlement. Plus je comprenais le parquet, plus je comprenais le fonctionnement du Parlement. Bon, si je comprends bien, en somme, ayant remarqué que la collection Joly de Fleury était océanique, vous n'en pourriez pas faire aisément le tour, vous avez choisi d'aller dans encore plus grand, à savoir la série X. C'est peut-être pas ce qu'ordinairement on conseillerait aux étudiants, ça il faut avouer, mais le résultat est là, c'est quand même ça qui compte. Alors, vous voilà donc lancé dans l'étude du Parlement de Paris, et manifestement, si j'en juge par les discussions que nous avons eues pendant plusieurs années, vous avez été très rapidement sensible à l'existence de strates historiographiques. La bibliographie ne manque pas, particulièrement sur le Parlement de Paris, et elle est faite d'empilements de strates quasi géologiques, avec des manières parfois très contrastées d'envisager le Parlement de Paris. L'historiographie n'a pas toujours été hostile. Il y a des périodes où on regarde le Parlement, 19e siècle, avec un regard beaucoup plus favorable. C'est vous d'ailleurs qui aviez attiré mon attention sur la constitution du Second Empire, où il y a un hommage assez inattendu aux anciens parlements. Effectivement, et on peut dater cette constitution du Second Empire comme la fin de l'époque bénie où on considère le Parlement comme le gardien des libertés et comme la vigie des lois. À partir de ces années 1860-1870 débute la légende noire du Parlement de Paris. Le Parlement de Paris a été largement étudié par les historiens, mais aussi par les juristes. Il constitue, encore aujourd'hui, un morceau de choix d'études pour les juristes. À partir de ces années 1870-1880, en grande partie pour des considérations politiques, le Parlement de Paris est considéré par les uns, par les républicains notamment, comme un parlement composé d'aristocrates, de personnes qui sont égoïstes et qui souhaitent conserver leurs privilèges, et pour les forces monarchistes, évidemment, comme le bourreau de cette monarchie. Ce qu'il faut voir, c'est que dans ces différentes strates, on a une évolution qui va être progressive tout le long dans la deuxième moitié du 19e siècle et pour une bonne part du 20e siècle, on va avoir une légende noire qui va être portée par Marcel Marion, par exemple, par Michel Antoine, par Pierre Gaxot. Ces personnages vont systématiquement s'intéresser à un point de vue politique et voir que le Parlement a toujours été un obstacle à l'action royale.
systématiquement, ces personnages se sont intéressés à cette focale politique et ne sont jamais sortis de cette focale politique. Alors, si vous essayez de vous situer par rapport à toutes ces mémoires affrontées, qu'est-ce qui a compté le plus pour vous? Quel type d'approche vous a apporté le plus? Je précise tout de suite, je ne vous demande pas ce que vous demandez à votre patron de thèse, ce que vous devez à votre patron de thèse, je ne veux pas le savoir. Mais répondez-nous. Je serais obligé aussi de l'évoquer comme un apport intellectuel. Ce qui est très important, c'est qu'à partir des années 1970, il y a un large basculement. Ce basculement a déjà été opéré en 1942 par la publication de la thèse de Jean Aigret sur le Parlement de Dauphiné, où il remet en question justement cette relation entre le Parlement et le roi pour montrer que la royauté avait aussi ses torts dans les conflits. Alors il faut attendre les années 70. 70, c'est justement la publication de Louis XV et l'opposition parlementaire par Jean Aigret, et il est suivi par on pourrait appeler la nouvelle vague, cette nouvelle vague anglo-saxonne qui est portée et qui va être portée ensuite, d'abord par Rochester, ensuite par Peter Campbell et par Julian Swann, jusque dans les années 90. Ces auteurs anglais ont été très importants parce qu'ils changent radicalement la perception du Parlement comme, vous m'excusez, comme le grand méchant loup du XVIIIe siècle, celui qui a causé la chute de la monarchie, en renversant justement cette vision, en montrant que la monarchie a peut-être elle aussi eu ses torts et que Louis XV et Louis XVI, dans leur approche politique, avaient soit une certaine inexpérience, mais surtout une certaine maladresse. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette historiographie anglaise, qui m'a en partie influencé, a aussi permis de renforcer l'idée d'historien français qui était justement un peu gêné aux entournures, un peu embêté. On découvrait dans les archives certaines choses qui ne correspondaient pas du tout avec l'historiographie classique des grands maîtres de l'histoire de l'époque, comme Michel Antoine. Et justement, cette influence vous a aidé, soit vous avec Godard de Bellebeuf, qui était procureur général au Parlement de Normandie au XVIIIe siècle, pour aborder ces problèmes, que ce soit vous ou que ce soit Gauthier Aubert avec le président de Robien, ces écrits m'ont permis de mieux comprendre, de mieux me situer et de voir, en parallèle de ces personnages, de voir Joly de Fleury dans ce moule, c'est-à-dire quelqu'un qui fait partie des gens du roi et qui est proche du roi, mais aussi proche du Parlement, de voir véritablement que ces personnages, progressivement, connaissaient des difficultés dans l'exercice de leur activité. Un point fondamental, c'est qu'on prend par exemple le cas des Joly de Fleury à partir des années 1760, on leur demande en tant que procureur général de représenter le roi et de défendre le roi, mais ils ne sont plus payés par la monarchie. Donc on s'aperçoit que tous les torts ne sont pas versés du côté des parlementaires, mais qu'il y a de gros problèmes qui viennent véritablement du trésor royal et de la monarchie. Il faut signaler que, pour ma part, j'ai été beaucoup influencé par tous ces écrits. La limite, c'était que toujours, notamment avec les historiens anglais, on ramenait cette question politique. Systématiquement, le débat se portait sur l'activité politique du Parlement. Alors, et on le voit très bien avec les archives de la série X, 99%, si ce n'est plus, 99% des archives ne concernent pas l'activité politique, mais bien l'activité judiciaire. Et je souhaitais ardemment, il me tardait de démontrer, quand j'ai découvert ça avec ma thèse d'école des chartes sur Joly de Fleury, il me tardait d'étudier justement le Parlement pour rétablir finalement ce qu'était le Parlement. Avant tout, non pas une cour politique, puisqu'il n'a en théorie aucune fonction politique, mais bien une cour judiciaire avec des fonctions judiciaires, avec un personnel qui n'était pas un personnel constitué d'hommes politiques, mais bien de juges. Alors justement, on va en venir aux sources, parce que si on examine, je pourrais le faire tout à l'heure, le catalogue des sources de ce travail, c'est à la fois considérable et varié. Alors, vous aviez eu quand même des facilités d'accès aux rayons qui étaient quand même bien précieuses, mais ça n'empêchait pas que le travail
prise à bras-le-corps de sources variées océaniques restait titanesque, parce que vous ne vous êtes pas limité, si je puis dire, à la seule série X, puisque le minutier central aussi était l'objet de vos attentions, sans oublier la série des archives privées. Donc, comment est-ce que vous avez choisi de vous orienter dans ces masses gigantesques? Quelle était votre manière de procéder? Je me souviens un jour que vous m'aviez parlé quelqu'un qui vous avait précédé et qui s'était perdu à tous les sens du terme dans les archives, y laissant peut-être même jusqu'à sa raison. Ça donnait à réfléchir quand même. Oui, donc il y a une condition qui est véritablement essentielle et qui a été essentielle pour mener ce travail à bien, c'était véritablement l'accès direct aux registres et aux minutes. Et je tiens d'ailleurs à remercier ici les Archives nationales, plus particulièrement Françoise Hildesheimer, ainsi que le Centre d'histoire judiciaire, qui m'ont permis d'avoir un accès direct à ces sources. C'était véritablement une condition sine qua non, puisqu'on était systématiquement obligé de manipuler et les registres et les minutes, de les comparer, et quelquefois de comparer même plusieurs registres pour comprendre tout simplement de quoi on parlait. Donc ça, c'est une chose qui est fondamentale et qui m'a permis, en 4 ans, de mener cette thèse à bien, malgré la masse apparente des archives. Alors, comment? Alors, il y a 2 manières d'aborder les choses. Soit on y va, on pourrait dire, en frontal, et on affronte les 30 000 articles de la collection Joly de Fleury. Le comte de Laborde avait fait le calcul. Il avait dit que s'il fallait dépouiller intégralement ces 30 000 articles à 20 personnes, c'était le bon temps des archives de l'Empire, à une vingtaine de personnes de vacataires présentes dans les archives, on mettrait à peu près, alors on n'est pas une année près, à peu près 600 ans. Donc je suis beaucoup moins, c'est beaucoup plus... On risquait d'avoir changé de dynastie. Oui, et surtout, le directeur de thèse n'est pas éternel, et je n'étais pas non plus éternel. Et le service de doctorat de la Sorbonne n'aurait pas apprécié. Tenir compte aussi de la Sorbonne, c'était doubler, presque, attendre 600 ans de plus pour terminer ma thèse. Était déconseillée. On oubliait tout de suite. Comment faire pour mener une thèse à bien alors qu'on avait, pour une année au XVIIIe siècle, plus de 80 registres produits. On ne pouvait même pas travailler sur une année et faire des sondages faire un sondage annuel ou prendre in extenso une année à étudier. Encore une fois, je me servais de cette expérience du fonds Joly de Fleury et j'essayais de trouver des chemins de traverse pour mieux comprendre le Parlement. J'en avais un qui était déjà bien tracé, c'était le fonds Joly de Fleury, mais progressivement j'essayais de comprendre comment fonctionnait le Parlement, en partie avec ces documents, mais surtout avec tous les documents qui dépendaient de lui, mais qui n'étaient pas dans le fond du Parlement. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette masse du Parlement de Paris regroupe toutes les décisions finales du Parlement, tous les arrêts, qui sont soit sur minute, soit ensuite copiés sur registre. Mais il y avait beaucoup de documents préparatoires, conservés par les conseillers, par les secrétaires, par certains greffiers. Tous ces documents qui expliquaient le cheminement d'une décision, tous ces documents soit avaient disparu à cause du bureau du triage des titres, puisqu'en 1790, on a supprimé une partie des documents du greffe, donc là, qui était un chemin tout tracé, je vais dire une autoroute pour comprendre le fonctionnement du Parlement, et on avait fait disparaître une bonne partie de ces documents. Il nous restait, ça et là, un registre concernant tel point, un autre registre concernant tel point. Et donc, on avait une histoire qui se faisait véritablement comme un puzzle que l'on devait reconstruire. Cela explique pourquoi j'ai choisi rapidement de m'orienter vers les archives privées où on trouvait des sommes considérables et des documents qualitatifs très importants de conseillers au Parlement. On conserve beaucoup de fonds de conseillers au Parlement ou de ministres qui permettent de voir comment fonctionne le Parlement à la manière de ce qu'était le fonds Joly de Fleury. Alors, pour parler maintenant du minutier, parce que cela peut apparaître totalement incongru d'aller chercher dans le minutier des sources pour travailler sur le Parlement. Encore une fois, mon but n'était pas de devenir l'historien du Parlement et de faire une histoire du Parlement de Paris qui ne serait qu'une histoire, pour changer. J'avais dit que je ne voulais pas faire d'histoire politique, ce n'était pas pour faire une histoire uniquement institutionnelle.
Ce que je voulais, c'est faire véritablement une histoire totale de ce Parlement et essayer de comprendre le Parlement, certes par la politique, aussi par son fonctionnement judiciaire, mais approcher au plus près les conseillers. Et les archives du Minutier central, notamment les testaments, ou les inventaires après décès, et les contrats de mariage, me permettaient de reconstituer derrière ce Parlement qui était semblait une masse, une institution, essayer de donner des visages et essayer de comprendre qui jugeait, qui étaient ces personnages. Notamment avec les testaments, on trouve quelquefois, alors on n'est pas dans les livres de raison, mais on a des sentiments personnels qui émergent dans ces testaments où certains conseillers expliquent que toute leur vie, ils ont travaillé dur au Parlement et qu'ils y ont perdu beaucoup d'argent parce que le prix des offices a largement chuté et que ils n'ont plus d'argent pour tel ou tel legs, mais qu'ils espèrent que certains conseillers les suppléeront dans cette tâche. Donc il y avait véritablement dans ces testaments ou dans ces pièces des pièces privées mais qui se rapportaient directement au Parlement et surtout au sentiment de ces conseillers sur leur activité. L'histoire totale est sans doute exagérée, mais il me semble à vous lire qu'on est plutôt... qu'il y a une démarche qui me semble tout à fait originale dans l'histoire institutionnelle, mais d'un genre qu'on a peu pratiqué, c'est d'essayer de restituer quelque chose qui serait plus de l'ordre du système nerveux, de voir comment dire fonctionner n'est pas exact. Le Parlement n'est institution avec des hommes, c'est pas une machine, mais on est plutôt dans l'image du système nerveux avec les mouvements qui sont transmis et aussi sans doute les blocages, les résistances. Et sans doute ce qui rend peut-être le mieux compte, parce que vous avez manifestement essayé de nous faire comprendre comment cette institution a pu vivre. Ça n'est pas d'une manière mécanique et immuable, mais un peu, je reviens, il y a une métaphore organique du Moyen-Âge, mais un peu comme un corps, et ce corps, il a évolué. Il a subi des dégénérescences, il a pu subir des amputations à certains moments, mais on peut suivre à partir de ce que vous m'avez montré, justement la manière dont ce corps a été animé. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons, c'est plutôt un résultat d'autopsie, ou une fouille de tombe. Bon, c'est très intéressant, mais ça ne nous dit pas comment ce corps était vivant. Or, il me semble que dans le choix que vous avez fait, parce que ça ne pouvait pas être frontal, je ne sais pas si c'était par diagonale ou par médiane, mais en tout cas, en 4 ans, il fallait quand même faire des choix, autrement on ne serait toujours pas là ce soir pour en parler. Et c'est là où peut-être pourriez nous dire un mot. Vous n'avez pas voulu faire l'histoire d'une institution, vous n'avez pas voulu faire une histoire politique, mais vous nous livrez quand même un volume où après les fameuses plumes de fer et autres robes de papier, on lit sur la couverture « Logiques institutionnelles et pratiques politiques ». Là aussi, c'est insolite comme démarche. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment, par rapport à ce qu'ont fait Julian Swann ou beaucoup de nos collègues et amis britanniques, qui utilisent la notion de judicial politics, ce que Swann traduit comme la culture juridique des conflits politiques, vous, c'est pas ça, que manifestement. Mais vous pouvez nous expliquer ce que vous avez voulu faire au juste? Vous avez raison de parler de métaphore organique, et c'est là finalement que cette masse devient, une masse qui peut être relativement importante, devient largement secondaire, puisqu'à partir du moment où on saisit les logiques, où on comprend comment cela fonctionne en théorie, et quand on voit dans les archives comment ça fonctionne en pratique, finalement, cette masse, qu'on ait 1000 registres, 10 000 registres ou 100 000 registres, il suffit de savoir comment ça fonctionne pour avoir déjà une idée bien précise de ce qu'est l'institution. Effectivement, c'est toujours assez embêtant de parler de mes ouvrages, puisque le premier ouvrage, c'était Joly de Fleury, c'est pas une biographie, ça ressemble pas à une biographie, et le deuxième ouvrage, le Parlement de Paris, on pourrait s'attendre à l'étude d'une institution, ce n'est pas non plus l'étude d'une institution. Alors, j'ai voulu,
Julian Swann, par cette idée de judicial politics, a émis une hypothèse qui est très intéressante et qui a servi de levier à beaucoup d'historiens français. C'est l'idée de dire, voilà, dans les conflits politiques entre la monarchie et le Parlement, les historiens français ont vu cette opposition comme une opposition radicale entre d'un côté le Parlement qui souhaitait prendre la place de la monarchie et la monarchie qui n'a pas voulu, qui a répondu. Les Anglais, par leur tradition aussi parlementaire anglaise, ont dit non, c'est pas ça du tout l'opposition. L'opposition de judicial politics, c'était un moyen, par les remontrances par exemple, de faire pression sur le roi parce qu'on n'était pas forcément d'accord sur un point, et surtout parce qu'il y avait des règles tacites qui ne sont pas indiquées dans les registres, des règles tacites que le roi n'avait pas suivies. Et ce point est fondamental, et c'est ce point que j'ai essayé de creuser en parlant justement de logique institutionnelle et de pratique politique. Le premier but pour moi, ça a été de reconstituer globalement le fonctionnement du Parlement. Quand j'ai réussi à comprendre cette globalité, j'ai essayé de m'intéresser finalement au pourquoi de ces remontrances. Et quand on lit les lettres, quand on comprend les relations qui existent entre le procureur général, le conseil du roi, les conseillers, on s'aperçoit qu'on est loin d'une opposition frontale. D'où viennent la plupart des remontrances parlementaires au XVIIIe? Elles viennent, c'est lié à l'idée de Julian Swann, effectivement d'un problème de pratique. Pourquoi? Parce que, j'espère que vous voyez sur les écrans, c'est un problème d'élaboration de la loi. On a toujours pensé, et c'est de là la vieille idée de ces remontrances comme opposition au pouvoir parlementaire, que les remontrances étaient un moyen de s'opposer à une loi parce qu'on était contre une loi. C'est la vision traditionnelle qui a été développée par Michel Antoine. En réalité, il faut s'intéresser précisément au processus de la loi. La loi ne naît pas au Conseil du roi et n'est pas envoyée de manière presque transcendantale au procureur général pour qu'il y ait enregistrement au Parlement. Bien au contraire. Le Conseil du roi n'a pas systématiquement toutes les compétences pour préparer un texte et pour rédiger un texte. Et il y a une pratique particulière qui n'est inscrite nulle part, mais qu'on voit dans les archives. Cette pratique, c'est avant de faire une loi, c'est de consulter le procureur général, qui va lui-même consulter le Parlement pour que la loi soit écrite, on dirait le mieux possible. Parce qu'il y a des subtilités de droit que le Conseil du roi ne maîtrise pas forcément. De là viennent les remontrances. Si un projet, et on pourrait dire participatif, mais ce n'est pas une démocratie, s'il est participatif, si on a consulté le procureur général et ensuite les tels ou tels spécialistes au Parlement, qu'il remonte ensuite, c'est le schéma que je vous ai montré, qu'il remonte ensuite au Conseil du roi, que les corrections sont apportées, qu'il revient ensuite au procureur général qui fait les corrections, et qu'ensuite il remonte au Conseil du roi pour une rédaction définitive et qu'il arrive au Parlement, on s'aperçoit, quel que soit le sujet, quelle que soit l'importance du texte, que le texte passe. A contrario, et c'est ce qui se passe à partir des années 1750, a contrario, quand le contrôleur général des finances ou quand tel ministre n'écoute pas les recommandations du procureur général, il y a de grandes chances, même pour des affaires mineures, il y a de grandes chances que le projet ne passe pas. Vous prenez le cas du 20e, en 1749, le contrôleur général Machaut consulte le procureur général en lui demandant, voilà, on a un projet de 20e, créer un nouvel impôt qui, on pourrait dire, est révolutionnaire puisqu'il ne se passe pas en temps de guerre. Le but, ce n'est pas de payer les dépenses de guerre, mais plutôt de rembourser les dettes de l'État. Le procureur général, les conseillers disent, mais c'est un très beau projet, il faut absolument mettre en place ce 20e. Et dans la correspondance, on dit, mais attention, ce 20e ne sera accepté qu'à une seule condition. Il faut donner, dans l'édit de création du 20e, un terme à cet impôt. Ça ne doit pas être un impôt qui va durer de manière perpétuelle. Machaut s'entête, le lendemain, le projet est présenté au Parlement, sans terme. Conséquence, le Parlement, alors que la veille, 2 jours auparavant, il avait presque accepté le projet, va s'opposer et le projet devra être enregistré en lit de justice. Donc, effectivement,
l'institution, les logiques institutionnelles ne suffisent pas pour expliquer le Parlement. Il faut véritablement apprendre à connaître ce Parlement et surtout à connaître, et c'est la spécialité des juristes, la pratique. Et on est véritablement là, non pas dans une cour politique, mais véritablement dans un corps de juristes où on a des règles qui sont appliquées, mais aussi une pratique qui modifie ces règles. Et on n'a pas besoin de le signaler dans tel ou tel registre. C'est une pratique qui est surtout quotidienne. Et le désir d'apprendre à connaître le Parlement, manifestement, vous a conduit à vous promener en quelque sorte dans tout l'espace du palais et à envisager pas seulement les héros habituels des travaux antérieurs, que sont les présidents, les conseillers ou les gens du roi, mais on voit apparaître grâce à vous ce que vous avez appelé un parlement de l'ombre, c'est-à-dire beaucoup de gens qui ne méritent peut-être pas l'appellation classique de parlementaire, mais sans qui la Cour ne pourrait pas être animée, ne pourrait pas vivre. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces inconnus du palais que vous faites revenir à notre connaissance? Encore une fois, le Parlement et tout ce que l'on possède aujourd'hui sur le Parlement, ces ces milliers de registres, ne sont, pourrait-on dire, que finalement la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on voit quand on passe. C'est ce qu'on voit quand on passe dans la galerie du Parlement. Mais derrière ces registres, il y a le travail d'une centaine de greffiers, un corps, donc il y a à peu près 150 greffiers au Parlement, c'est presque autant que les 5 chambres des enquêtes du Parlement. Donc on a une masse invisible que très peu d'historiens ont mentionné. Le seul à mentionner ces greffiers, c'est Alphonse Grune dans sa notice sur le Parlement de Paris. Il explique, oui, il y a des greffiers, il fait la liste des greffiers qu'il a trouvés et il dit... Je ne sais pas trop à quoi tel greffier renvoie, quelle était véritablement leur fonction. Alors, pour les principaux, c'est pas un souci, mais pour quelques greffiers, ils ne voient pas véritablement quel est le rôle de ces greffiers. Le but de cette thèse, encore une fois, c'était de comprendre la pratique. Et quoi de mieux que de comprendre la pratique par ceux qui la forment et qui la font, c'est-à-dire les greffiers. Tout ce que l'on a aujourd'hui, l'héritage, on peut dire ce patrimoine parlementaire, est le travail véritablement des greffiers, puisque toute la rédaction était faite par les greffiers. Ce qui était intéressant aussi de voir dans ce travail des greffiers, c'était véritablement toujours dans ces logiques institutionnelles et ces pratiques, là non pas pratiques politiques, c'était de voir qu'un document n'était pas statique au Parlement. Le document passait de l'audience, enfin pas le document terminal, mais au moins vous aviez les traces, on passait de l'audience jusqu'au greffe, c'était ensuite signé par tel ou tel conseiller, par le président, ça allait ensuite entre les mains du procureur, ça revenait au greffe, ça repartait pour une signature, et finalement, en étudiant un document, vous voyez très bien, grâce aux mentions marginales, le chemin du document entre tel greffier, entre celui qui était chargé des épices, entre le greffier qui se chargeait de la minute, celui qui devait rédiger définitivement l'acte. Et toutes ces signatures qui peuvent paraître à certains moments absconses, c'est clair quand on connaît véritablement qui était le greffier à la peau, qui était le greffier au plumitif, qui était le greffier en chef civil. Brusquement, quand on comprend le fonctionnement de ce greffe, s'anime véritablement le Parlement et on reconstitue l'histoire intégrale du Parlement. Ces greffiers étaient véritablement les soupapes qui faisaient fonctionner le Parlement. Et en même temps, c'est un espace, ce sont des bâtiments et vous n'avez pas été insensible à cet aspect, surtout que c'est des bâtiments qui sont partagés. Il n'y a pas que le Parlement, on est même parfois surpris. L'époque ignorait les commissions de sécurité, mais de voir que, logiquement, ça devrait brûler beaucoup plus souvent, compte tenu de la manière dont on est installé sur tous les éléments requis pour un sinistre majeur. Le Parlement de Paris, ou l'espace du Palais, est un miracle permanent. C'est un miracle permanent. Et en même temps, un espace qui est très contrasté. On a l'habitude de voir aujourd'hui un palais de justice comme un espace qui peut être assez froid, assez silencieux, assez austère. C'est véritablement l'incarnation aujourd'hui du temple de la justice. Le palais au XVIIIe siècle est tout l'inverse.
c'est véritablement non pas un espace sacré, mais plutôt un espace où les marchands ont véritablement envahi le temple, et le temple de Thémis. On a des descriptions très précises du palais au XVIIIe siècle. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de resituer cette action des parlementaires, de ces juges, au sein d'un espace qui est bien précis. Et on s'aperçoit de choses qui nous sont totalement originales. Pourquoi ? Parce qu'on a un espace qui est partagé par les juges, mais aussi par des marchands, par des orfèvres qui viennent et qui prennent les mêmes couloirs que les juges, qui descendent dans les caves pour déposer leurs cendres, ou qui descendent dans les caves pour déposer des tonneaux de vin. En même temps, viennent au Parlement ces femmes qui sont chargées d'haranguer, qui sont des marchandes et qui haranguent le client pour le faire venir. On a des procureurs qui eux aussi haranguent les clients pour les ramener vers leur banc, pour leur faire signer des contrats. On a un espace qui est partagé et qui, alors ça fait un peu moderne, et où il y a une certaine mixité sociale. Et c'est ça la particularité du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, c'est la proximité des juges avec des gens qui n'ont pas du tout leurs conditions. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au XVIIIe siècle, si le Parlement est aussi apprécié et si ses idées se diffusent aussi facilement, c'est aussi parce qu'à certains moments, il est possible pour une personne qui a un lien avec tel ou tel juge, même un lien très lointain, de demander et d'obtenir une audience. Il n'était pas rare pour le procureur général au Parlement de Paris de donner des audiences à certaines personnes qui étaient relativement pauvres. Vous avez aussi relevé dans votre thèse l'exemple de Godard de Belbeuf. Je m'étais rendu compte que le concierge buvetier était un personnage très important, plus qu'on ne pouvait l'imaginer. Alors, ici, nous voyons le Parlement animé. Il n'est pas seulement dans l'espace, il est animé aussi parce qu'une partie de ce système nerveux, on va prendre la même image, tient au circuit de l'argent. Et l'argent, quand on parle des magistrats, on l'a envisagé en général sous l'angle des patrimoines des magistrats, on l'a envisagé sous l'angle des transactions liées à la vénalité des offices. Donc l'argent, on le rapproche des magistrats, on le rapproche des lignées de magistrats, mais pas tellement de l'institution parlementaire. Or, vous êtes allé aussi dans cette direction-là, et vous avez des pages qui sont tout à fait inattendues et très intéressantes, ce que vous appelez entre guillemets le budget du Parlement. On voit qu'il y a beaucoup de circulation d'argent dans le Parlement. Vous nous dites que c'est la poule aux œufs d'or de la monarchie. Chacun sait ce qu'il advient des poules aux œufs d'or. La monarchie de Louis XV n'en a pas fait exception. Mais bon, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la vie de la poule ? Alors c'est vrai que parler de budget peut apparaître assez moderne, il n'y a pas au sens strict de budget, de prévision budgétaire, mais ce qui est certain, c'est qu'il est possible d'établir le compte des recettes et des dépenses sur l'année pour le Parlement. Alors c'est une chance, on conserve ces documents dans la collection Joly de Fleury. Qu'est-ce qui fait ça, David ? Qu'est-ce qui établit C'est le procureur général justement qui établit avec le greffier civil en chef, qui ont tous les deux la charge justement d'établir, de faire les dépenses ils sont ordonnateurs des finances du Parlement, et c'est eux qui, quand on leur présente des quittances, font le paiement. C'est eux qui ont ces fonds et qui possèdent ces fonds pour le peu que les fonds soient évidemment approvisionnés. Ce qui est de moins en moins le cas au XVIIIe siècle. Alors, pourquoi tant d'archives, tant de ressources sur le budget du Parlement ? Les gens heureux n'ont pas d'histoire, les institutions heureuses n'ont pas d'archives. Et le Parlement est une institution très malheureuse financièrement au XVIIIe siècle, donc les archives se multiplient, les contestations, les demandes de paiement se multiplient, et le procureur général est obligé de faire des mémoires, de multiplier les mémoires et surtout les justifications, les justificatifs pour le contrôleur général des finances, pour augmenter ce budget, c'est-à-dire la somme qui est allouée au Parlement chaque année. Et on a des comptes très précis.
où on a d'abord les quittances, mais ensuite des résumés des comptes année par année pour tout le XVIIIe siècle, où on voit précisément les dépenses pour le pain des prisonniers, les dépenses pour les bougies, pour l'encre, aussi pour les procès menés au nom du roi. On a véritablement toutes les catégories avec presque toutes les quittances. Donc on a véritablement sur ce point quelque chose de complet. On parlait de poule aux œufs d'or. Effectivement, l'argent, le Parlement est une institution qui n'a pas énormément d'argent, qui a des difficultés financières. Il faut voir que le Parlement de Paris, c'est un ressort d'un tiers du royaume pour un budget annuel qui peut apparaître comme assez faible. Un budget alors, ça évolue au fur et à mesure du temps, mais de 70 000 livres jusqu'aux années 80 et 100 000 livres après 1781. Donc on est véritablement dans un budget qui est très limité. Par ailleurs, et c'est pour ça que j'avais souhaité étudier l'espace du palais, on est dans un espace où l'argent coule à flot. Pourquoi ? Parce qu'on a au sein du palais des centaines de boutiques qui rapportent de l'argent non pas au Parlement, mais au roi, puisqu'on est sur le domaine royal. Vous avez une vision ici des boutiques, donc vous avez ici des boutiques, donc c'est après l'incendie de la cour du Parlement, vous voyez ici des boutiques qui demeurent et qui sont contre la Sainte-Chapelle, c'est la boutique d'un écrivain. Vous avez ici à l'intérieur du palais les boutiques qui se trouvaient, une boutique de vêtements qui se trouvait, ou de tissus, qui se trouvait dans la galerie du Parlement, l'actuelle galerie du Parlement. Donc, on a véritablement énormément de ressources pour ce trésor royal, sans compter les ressources qui sont liées directement au prélèvement fait sur les parlementaires, notamment lorsqu'ils sont reçus en tant qu'officiers, où il y a des prélèvements qui sont considérables. Un conseiller au Parlement, pour une charge qui vaut 30 ou 40 000 livres, devra débourser 5 000 livres de frais de réception. Un avocat général déboursera, lui, près de 30 000 livres, tout comme un premier président. Donc on a chaque année, au fur et à mesure du renouvellement, de l'argent qui rentre dans le trésor royal, mais dont le Parlement ne voit jamais, on pourrait dire, la couleur. Dernière idée, et c'est là la chose fondamentale, c'est que les procès amènent aussi énormément d'argent pour le roi, puisqu'il y a dans le prix des procès énormément de taxes. Tout l'intérêt du roi, c'est d'avoir caché ces prélèvements royaux derrière les épices. Vous avez des épices considérables qui sont payées, et une partie de ces épices est ensuite prélevée, c'est une sorte de TVA, si vous voulez, prélevée des conseillers, ça alimente le trésor royal. Les conseillers jouent ce rôle, les conseillers au Parlement jouent ce rôle de paratonnerre de la monarchie, qui peut ainsi se servir et alimenter les caisses du trésor royal. Alors, le procès, c'est le cœur de la vie du Parlement, ça c'est évident pour tout le monde. Donc on peut, toujours que dans un travail sur le Parlement de Paris, consacrer quelques pages à rappeler les grandes étapes d'un procès criminel ou d'un procès civil. C'est pas toujours si facile que ça à faire d'ailleurs. Bon, ça vous avez sacrifié au rituel. Seulement, vous êtes intéressé aussi à essayer d'évaluer ce qu'était ce flot de l'activité judiciaire. Et là, les historiens nous ont laissé jusqu'à présent avec des appréciations souvent divergentes. Savoir, est-ce que le XVIIIe siècle voit un flot croissant d'affaires à traiter, ou au contraire, est-ce qu'il y en aurait moins ? Et quelle est votre position là-dessus ? C'était la grande question qui a été soulignée, et l'une des explications de la contestation parlementaire du XVIIIe, ça a été de dire, la contestation, elle vient de la diminution drastique du nombre d'affaires. Donc, qui dit diminution, dit on a du temps pour contester, et on conteste parce qu'on a moins d'argent, et donc on se recroqueville sur les privilèges. L'étude précise du compte année par année des registres et des minutes du Parlement montre qu'entre 1715 et 1785, il y a une augmentation, vous la voyez, irrégulière pour la première partie du siècle, mais ensuite très importante du nombre d'affaires. On passe à, on va dire, entre un peu moins de 25 000 arrêts dans la première moitié du siècle, à plus de 35 000 arrêts qui sont donnés chaque année par les chambres au Parlement de Paris. Donc il y a cette idée de contestation parlementaire liée à la chute des affaires et donc des épices,
totalement à remettre en cause. Et les relevés faits justement dans les fonds montrent totalement l'inverse. Ce qu'il faut signaler, et c'est là un problème qui apporte un blocage, c'est que la plupart de ces arrêts, depuis l'ordonnance de 1667, sont de l'ordonnance civile, sont donnés par la Grande Chambre. Toutes les affaires, et c'est source de blocage, toutes les affaires doivent passer depuis 1667 par la Grande Chambre, la principale chambre. Même si l'affaire est complexe, même si la Grande Chambre ne pourra pas la juger et la renverra vers une chambre des enquêtes. On est là sur une source de blocage considérable, puisque tous ces arrêts sont donnés par la Grande Chambre. Et finalement, ça explique aussi, ça permet d'expliquer le retard judiciaire et l'engorgement du Parlement, puisqu'on est dans un système d'entonnoir. La Grande Chambre qui juge uniquement à l'audience, elle laisse les procès par écrit aux enquêtes, est obligée de voir passer tous les procès, même les procès qui devraient passer par écrit. Donc on est dans une première source de blocage de ce Parlement. Alors là, c'est l'embolie que oui. vous nous décrivez. On est véritablement, on va le voir, dans une et là, situation dernier qui est point compliquée. sur lequel j'aimerais vous entendre, David. Les conclusions sur le sens de l'évolution du Parlement de Paris sous Louis XV et Louis XVI, vous nous montrez d'une part une cour qui peine à faire face au volume croissant des affaires, hein, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, et puis aussi une compagnie, alors là c'est une compagnie par les magistrats qui la composent, qui jouissent en commun des mêmes privilèges, une compagnie qui a de plus en plus de mal, nous dites-vous, à rester cohérente. C'est-à-dire qu'il y a me dites-vous, une dislocation qui s'opère. Alors, c'est quelque chose qui m'avait paru très intéressant parce que pour Rouen ou pour Rennes, j'avais l'impression d'assister à certains moments à une sorte de tissu en train de se défaire et que ces deux parlements significatifs de province, c'était une sorte de toile de Pénélope, mais il y a certains moments où la toile se défaisait beaucoup plus vite qu'elle ne se reconstituait. Alors, qu'est-ce que vous voyez, vous, pour une cour qui n'est pas provinciale et qui est au cœur du système monarchique ? Alors, il est intéressant de souligner effectivement, de parler de compagnie. On a toujours l'impression que la compagnie, on voit la compagnie en procession, une compagnie unie, et surtout au XVIIIe siècle, dans ces conflits, une compagnie qui fait corps et qui s'oppose d'abord et avant tout au roi. Ce qu'il faut voir, si on parle de dislocation de cette unité parlementaire, c'est que les conflits parlementaires du XVIIIe siècle concernent d'abord les conflits au sein du Parlement, avant de concerner les conflits avec la monarchie. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer justement cette dislocation, cette crise de confiance parlementaire. D'abord, il faut signaler qu'à certains moments, l'ambiance est véritablement délétère au Parlement. Pourquoi ? Parce qu'on a des luttes de partis, des luttes entre les grandes lignées du Parlement pour obtenir les principales charges, notamment la charge d'avocat général ou la charge de premier président. Et les grandes lignées comme les d'Aguesseau, comme les Joly de Fleury, comme les Lamoignon, comme les Maupoux, n'hésitent pas à se faire des coups bas pour apparaître comme les meilleurs, les plus beaux, ceux qui sont les seuls capables de résoudre les problèmes. Et au fur et à mesure du siècle, justement, ces lignes de fracture vont demeurer et vont persister, créant indubitablement des partis au sein du Parlement. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, à ces querelles de personnes, et qui explique aussi la dislocation, se surimpose une crise des vocations. Au XVIIIe siècle, le Parlement n'est plus la voie royale du XVIIe siècle. Le Parlement devient un lieu de formation par excellence pour d'autres carrières, et notamment les carrières administratives, la carrière de maître des requêtes pour devenir intendant. On voit très bien cela dans l'étude du passage de tous ces conseillers. Sur les 853 conseillers au Parlement de Paris au XVIIIe siècle, on s'aperçoit que presque 40%, 36% restent au Parlement moins de 6 ans. C'est-à-dire un temps de formation pour acquérir les connaissances juridiques nécessaires. Donc on est véritablement dans une crise qui est accentuée par la crise aussi de l'office.
Et là, les testaments le montrent bien. On a des conseillers qui achètent un office qui va perdre quelquefois 20%, 30% de sa valeur, et ils vont devoir revendre cet office et continuer de payer de leur poche, si vous me permettez l'expression, pendant plusieurs années, finalement, ce devoir qu'ils ont rempli et qui continue à leur coûter. Alors, une dernière question avant de donner la parole à votre auditoire. Vous terminez votre travail sur l'épisode Maupoux. Alors, ça peut surprendre dans la mesure où vous menez jusqu'en 1790. On en a parlé souvent, mais ce serait sans doute utile que vous expliquiez à tous ceux qui vous écoutent ici pourquoi avoir choisi comme point d'orgue. Est-ce que finalement tout est fini, quoi? C'est avec cet apprenti sorcier qui s'est fait fort de résoudre les problèmes parlementaires et qui se trouve confronté à une situation qui le dépasse, ou bien est-ce qu'il y a une vie du Parlement après Maupoux malgré tout? Comment est-ce que vous... Ce qui est intéressant, c'est que finalement, je n'ai cessé de me détacher de l'historiographie traditionnelle depuis Marion, Gaxot et Michel-Antoine, et pour finalement revenir à la même conclusion qu'eux, presque, c'est de dire, de toute manière, l'échec de Maupoux marque l'échec de la monarchie et finalement laisse la voie ouverte au Parlement. C'est aussi le Parlement qui met en échec le dernier sursaut de la monarchie. Alors, je ne le vois pas véritablement de la même manière que mes prédécesseurs. Alors, il est indéniable que l'effondrement de la monarchie date de 1789-1790. Mais ce qui est important de voir, si tout n'est pas joué en 1774, c'est que l'épisode Maupoux constitue l'ultime étape d'un processus de punition et d'humiliation du Parlement qui a débuté, alors avec Louis XIV, on pourrait y revenir, mais surtout en 1720 avec l'exil de Pontoise. On est dans une gradation progressive et 1771 atteint un point de non-retour. Pourquoi ? 1720, exil de Pontoise, exil de tout le Parlement. 1730, mais surtout 1753, 1754, après les grandes remontrances, on a un exil qui va être par grappe, pas forcément par chambre, mais par grappe. On va choisir différents lieux d'exil. 1771, on est dans un exil qui va être individuel, calculé et prémédité. On va envoyer, Maupoux va envoyer les conseillers dans les lieux les plus isolés du royaume, quelquefois en choisissant des lieux totalement inhospitaliers, et certains conseillers vont mourir de problèmes pulmonaires. On en voit par exemple certains conseillers au Mont-Saint-Michel vont mourir au Mont-Saint-Michel ou sont envoyés dans des lieux qui sont totalement inhospitaliers. Et donc on peut... Tulle, par exemple, ou certains conseillers qui sont envoyés dans des zones totalement reculées et qui devront... on a le cas de Lamoignon, qui est le cousin de Maupoux, mais aussi son pire ennemi. On envoie Lamoignon au fin fond des Cévennes, et il va devoir aller dans le village où il a assigné à résidence, sur un âne, avec ses enfants posés dans des paniers... et sa femme derrière à califourchon sur l'âne, c'est décrit en Égypte d'un genre particulier. C'est un petit peu ça. Et on est véritablement dans une humiliation. Maupoux, il les connaît tous, ou presque, parce que là, l'ennemi est dans la place. En même temps, Maupoux, c'est pas quelqu'un qui voit le Parlement de l'extérieur. Et non, c'est ça. Et c'est ça qui est justement intéressant de voir, c'est que finalement, on a quelqu'un qui a été du sérail. Et et c'est là, on pourra en reparler, la personnalité de Maupoux, c'est quelqu'un qui a été élevé au Parlement, qui, en 71, pour privilégier sa carrière ministérielle, et c'est ça le problème du XVIIIe siècle, c'est que ces ministres, pour devenir ministre quand on est au Parlement, il faut montrer au roi qu'on est capable de mater le Parlement. C'est ça la grande question. Et Maupoux, en 1771, il a agité le chiffon en disant, vous allez voir, on va faire de grandes réformes et on va supprimer l'agitation parlementaire. Où est ce problème ? Où est cette agitation parlementaire ? Pour Maupoux, elle réside dans deux choses. L'agitation parlementaire, c'est la vénalité des offices. Oui, les officiers sont inamovibles. S'ils sont inamovibles, on ne peut rien faire contre eux. Les priver de leur charge, mais ça suppose des procès, être jugé comment ? En cour des pairs. Parce qu'on doit être jugé par ses pairs et par les conseillers. Donc, c'est impossible. Deuxième solution, c'est de racheter les charges. C'est encore moins possible. Donc on a un premier problème, c'est la vénalité des offices. Maupoux
utilise ce premier problème, et un deuxième problème, la raison pour laquelle on critique le Parlement, c'est essentiellement le fait que les parlementaires touchent des épices. Donc, Maupoux dit, de toute façon, si on fait une réforme, on va supprimer les épices. Donc c'est aussi une mesure qu'on pourrait dire populaire ou populiste pour s'attirer aussi les faveurs des plaideurs ou des plaideurs parisiens. Quelle est finalement, et c'est là que ça devient important, quelle est finalement la portée de la réforme Maupoux et la portée de son échec, parce qu'il faut revenir là-dessus. C'est que ces deux menaces qui étaient agitées régulièrement face aux parlementaires permettaient de les calmer ponctuellement. Attention, on va vous priver de vos offices. Attention, ça pouvait les calmer ponctuellement. Maupoux décide, vous passez l'expression, décide de prendre le taureau par les cornes et de dire, voilà, on va être radical, c'est fini de les menacer, on va mettre notre plan à exécution, et vous allez voir, on va mater facilement le Parlement. Et vous allez voir, messieurs les plaideurs, vous pourrez faire des procès où les énormes épices n'existeront plus. 1774, le rappel des Parlements. Pourquoi ? La réforme Maupoux est un échec pour deux raisons. D'abord, parce que la suppression de la vénalité n'a rien résolu. On a créé un nouveau Parlement, un Parlement fantoche, mais dès 1773 et encore plus en 1774, que se permet de faire ce Parlement ? De déposer des remontrances, alors qu'il est stipendié, il est payé par le roi et qu'il n'a pas acheté son office, qu'ils ont été nommés par le roi. Premier problème, la suppression de la vénalité n'a servi à rien. Deuxième problème, qui est une mesure, on pourrait dire, phare de Maupoux, cette suppression des épices. Il y a un malentendu. On parle de suppression des épices. On n'a pas parlé de gratuité de la justice ou de suppression de tous les frais de justice. Et Maupoux est alors confronté à un énorme problème. Ce problème s'appelle l'abbé Terray, puisque l'abbé Terray essaye de gérer d'une main de fer les finances royales. On n'a pas parlé de gratuité de la justice, Terray non plus. Et Terray dit, c'est très bien, il y a peut-être moins d'épices, mais il faut absolument que le manque à gagner. Je vous ai expliqué que c'était une pompe à deniers, ce Parlement. Il n'y a plus d'argent qui rentre par les conseillers chaque année qui sont reçus. Il faut récupérer cet argent. Terray oblige Maupoux à augmenter les frais de justice et à augmenter ces taxes royales, qui ne peuvent plus désormais se cacher derrière le paravent des épices parlementaires. 1774, rappel des parlements, c'est l'échec de Maupoux, et c'est un échec qui est aussi beaucoup plus large, parce qu'on est finalement dans un échec qui montre les limites de la monarchie. On en parlera après, mais aussi sur le contrôle de l'histoire. Et ces registres, cette masse, c'est aussi un moyen pour le Parlement, concomitamment à la réforme Maupoux, mais dès avant 1770, les registres ont été un moyen de contrôler l'histoire justement par l'histoire et par le droit. Et la monarchie n'a jamais su justement contrôler cette histoire. Elle a laissé au Parlement le contrôle de l'histoire, même si la tentative de Jacob Nicolas Moreau aurait pu être salutaire, mais elle est déjà tardive, et encore une fois, il n'a disposé que de fonds très limités pour mettre en œuvre sa réforme et ses copies d'actes. Bref, la mise en exécution des menaces est toujours une chose dangereuse pour l'utilisateur. C'est d'ailleurs ce que savent les parents de jeunes enfants. Alors, maintenant, la parole est à votre auditoire, David. Merci beaucoup pour ce très brillant débat. Le livre de David Feutry n'est pas seulement un livre de science, mais c'est aussi un livre de passion en quelque sorte. J'avais été frappé en le lisant qu'il n'aimait pas Maupoux. Il est tellement en empathie avec son sujet qu'il préfère les parlementaires, c'est clair. Si vous n'aimez pas un État fort, si vous êtes le partisan des collégialités discutailleuses, eh bien, précipitez-vous sur ce livre, achetez-le, vous trouverez exactement ce qu'il vous faut. Maintenant, je laisse la parole à qui veut la prendre. Une petite demande d'éclaircissement à propos des conseils du Parlement. On va vous passer un micro.
peu de temps au Parlement pour ensuite devenir maître de requête, voire intendant. Alors si on reste à l'opposition entre le Parlement et le Conseil du Roi, peut-être pour fictive, est-ce que ces personnages seraient, pas en tant que corps opposé au Conseil du Roi, en participant en contrance, à titre individuel, pas défavorable, puisqu'en fait ils changent de camp pour ensuite être au service du monarque directement. C'est pas une contradiction, voilà. Alors, c'est le problème de ce XVIIIe siècle où on a finalement opposé aussi, on n'en a pas parlé, on a longtemps opposé la robe du Parlement et la robe du Conseil. En disant, il y a une opposition, forcément, on doit choisir son camp. On est dans une opposition fratricide, il faut choisir le camp des vainqueurs, le camp des perdants à un certain moment. Et par contre, ce qui est frappant, c'est que quand on regarde précisément, et on l'avait bien vu avec le professeur Chaline, quand on regarde la composition et du Parlement et du Conseil, déjà dans la temporalité, on a des gens qui passent du Parlement au Conseil. Et surtout dans les réseaux, là on a des familles qui sont et au Parlement et au Conseil. Donc on a une opposition qui est en grande partie fictive. Et finalement, l'opposition, elle n'est pas tant entre, comme je le disais et comme on l'expliquait, entre le Parlement et le Conseil pour des raisons d'appartenance à tel ou tel corps, mais elle est, encore une fois, liée à la pratique, au fait que telle ou telle règle ne va pas être respectée. Et on comprend bien, je vous avais montré ce processus législatif, c'est là qu'on comprend l'union du Parlement et de la robe du Conseil. Parce que pour réussir à élaborer une loi, on est justement dans l'utilisation de ces réseaux. On est parmi les maîtres de requête. Alors à votre avis, qui est le meilleur spécialiste de cette question? Écoutez, c'est mon cousin qui est conseiller au Parlement et qui maîtrise très bien ces questions. Et c'est par ces réseaux que l'on passe. Alors, quelquefois on court-circuite le procureur général, c'est pas un problème. On demande directement l'aide de tel ou tel conseiller. Donc les études sont à mener encore largement puisque ça supposerait des prosopographies beaucoup plus poussées que celles de Bluch qui existent, c'est-à-dire en rétablissant des réseaux qui sont liés aussi aux contrats de mariage, aux inventaires après décès, aux rentes, aux réseaux financiers, pour montrer que le Parlement et le Conseil ne forment pas deux corps totalement séparés, mais sont en grande partie liés. Et parfois peuvent aussi s'opposer. Mais ces oppositions, elles existent aussi au sein du Parlement. Donc il faut un peu tout relativiser. Pour trouver les sentiments des parlementaires. Je répéterai la question si vous voulez. Alors oui, l'utilisation des testaments du minutier central, j'avais parlé de reconstituer un peu des visages et essayer de donner une épaisseur à ces personnages. Vous avez... Alors la plupart des testaments sont relativement neutres, mais vous avez quelques conseillers, quelques conseillers clercs et quelques conseillers laids qui s'épanchent et expliquent. Vous avez par exemple, quel conseiller je pourrais vous donner? Vous avez en tête le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est en 1700. Donc, vous avez les conseillers jansénistes. D'abord, vous avez plusieurs conseillers jansénistes qui, au sein de leur testament, vont faire profession de foi janséniste et contester toutes les réformes. Vous avez surtout certains conseillers laïcs et clercs qui ont été largement punis par Maupoux et qui ne vont pas hésiter à le dire dans leur testament. Vous prenez le cas par exemple de le conseiller Demélay, M-E-S-L-A-Y, qui en 1771 dit voilà, je n'ai pas d'argent pour faire mes legs parce que le chancelier Maupoux m'a privé de la plupart de mes revenus. C'est dit clairement. Il dit dans les circonstances qui sont actuelles, je n'ai plus les moyens de faire les legs que j'avais promis à telle ou telle institution. D'accord ? Là, vous avez des exemples précis.
puis, parfois, il faut ajouter qu'il y a le portrait au sens matériel du terme, là, pas seulement, vous voyez, un portrait psychologique. On a heureusement des tableaux qui sont aujourd'hui ou encore dans les familles ou dans certains musées, qui nous aident aussi à comprendre un certain nombre de choses, pas d'un point de vue, vous voyez, psychologique, mais en tout cas dans la manière dont une famille ou un individu va se faire représenter. Alors là, il y a tous les codes que vous pouvez imaginer, mais c'est intéressant aussi. Oui, vous dites, vous êtes appuyé sur les travaux de Register, de Campbell, de Julian Swann. Et de fait, c'est vrai que leur concept de judicial politics c'est très très intéressant. Ça permet un petit peu de mieux comprendre, enfin du moins de dépasser la fameuse opposition parlementaire telle que l'avait formulée d'ailleurs même Jean Maigret. Oui, le terme revient chez Jean Maigret. Mais ma question est la suivante. Pensez-vous que tous les acteurs, proches ou grands d'ailleurs, dans l'affaire du Parlement, des parlements, ont bien compris et reconnu ces règles tacites justement? Je pense par exemple, justement, vous l'avez cité, à un personnage comme Jacob-Nicolas Moreau, qui a quand même formulé un certain nombre de recommandations auprès du ministère pour, je vais dire, frapper fort, d'exprimer des sanctions vis-à-vis des parlementaires, il a agi en ce sens. Et puis je pense surtout à la vague très très importante de libellistes, de pamphlétaires, qui en 1753, 1754, en 1756 également, l'affaire de Besançon, et puis surtout évidemment à l'époque de Maupoux, et Echeverria a bien mis en évidence cette activité pamphlétaire. Et on sait d'ailleurs que le palais de justice lui-même, pour reprendre l'expression de François Buch, était une grande boutique au Libelle. Ah oui. Est-ce qu'on ne cherche pas, est-ce que tous les acteurs ont bien compris ces règles? Parce que finalement, les parlementaires eux-mêmes, qui écrivent des pamphlets, des libelles, qui publient clandestinement des remontrances, qui cherchent évidemment à obtenir le soutien du public, est-ce qu'il n'y a pas la tentation et de jouer avec le feu et finalement de radicaliser, de donner justement cette vision manichéenne d'une opposition entre le roi, le conseil et puis le parlement? Alors vous assistez sur un point qui est très intéressant et qu'on n'a pas, faute de temps, souligné forcément. C'est qu'évidemment, quand j'ai été un peu caricatural en disant que beaucoup de ces remontrances étaient liées au non-respect des règles tacites. Mais il y a des cas que vous avez cités, des cas, on pourrait dire, d'école, où finalement il n'y a pas de question de règles tacites. C'est véritablement une opposition sur le fond, sur certaines questions. 1753, 1754, 1756, la décennie 1750, avec toutes les questions de refus de sacrement. On n'est pas du tout là dans des questions de règles ou de pratiques. On est véritablement dans une opposition de fond sur des questions qui, pour les parlementaires, sont très graves. Alors, quelles affaires? Notamment les refus de sacrement. Il y a deux affaires qui sont emblématiques. Premièrement, au début des années 1750, et qui va durer jusqu'à 56-57, les refus de sacrement. Et deuxième affaire, ces fameuses grandes remontrances de 1753 qui, grave erreur politique de Louis XV, sont refusées. Donc on a là deux affaires qui ne sont pas du tout sur les règles, même si la seconde pourrait y penser, on est sur des vrais problèmes de fond. Quel est le problème des refus de sacrement? Et on va finalement rentrer dans cette idée pour remettre en question un peu la vision traditionnelle de l'opposition parlementaire. Les refus de sacrement, donc je ne rentre pas dans le détail, vous savez ce que sont les refus de sacrement. Ce qui est important de voir, c'est que lorsqu'il y a refus de sacrement, le Parlement essaye de faire juger la personne qui a refusé ces sacrements. Et indirectement, essaye aussi, et c'est ce qui arrive dès 1750, essaye de faire venir au Parlement pour le juger, ou moins pour le sermonner, l'archevêque de Paris. Ça, c'est la première chose. Quelle est la réaction du roi? Ou plutôt, qu'est-ce qu'attend le Parlement? Le Parlement attend une décision royale. Quelle que soit la décision, le Parlement attend une décision royale. Cette décision ne vient jamais, et là encore une fois, c'est une erreur ou une maladresse politique de la part de Louis XV. Louis XV condamne systématiquement tout le monde au silence. On ne règle pas l'affaire, on condamne au silence. Et qu'est-ce qui se passe? Forcément, 1 an plus tard, 6 mois plus tard, nouveau refus de sacrement. Et donc, il y a cette impression pour ces juristes qui sont nourris de droit et d'histoire qu'on revit finalement une période sombre de l'histoire. On retombe dans la toute-puissance de l'Église, dans la toute-puissance du fanatisme qu'on avait durant la Ligue.
On est totalement dans des époques qui sont différentes, il n'y a pas du tout de question de problème de succession, mais il y a cette image d'une monarchie qui est en danger. Et lors de ces affaires de refus de sacrement, justement, on essaye de multiplier les remontrances, de multiplier ce qu'on pourrait appeler des libelles, même si je garde le mot libelle pour quelque chose de plus polémique dans les années 70. On multiplie les appels, on multiplie les impressions de remontrances pour essayer de faire pression sur le roi pour que le roi rende une décision. Le Parlement ne cherche pas forcément à avoir une décision qui lui soit favorable, il veut surtout d'abord une décision. Et le pire pour le Parlement, c'est le silence. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette idée que le Parlement n'est plus écouté par le roi. Et il y a cette perte de proximité, de lien avec le roi. Ce qui était encore présent au XVIe et au XVIIe siècle. Et c'est lié aussi à cette crise de confiance. C'est que ce Parlement se sent qu'il y ait des obstacles. Alors les obstacles, c'est quoi ? C'est par exemple les ministres, d'accord, qui font obstacle, même s'ils étaient du Parlement. Donc ça, c'est le premier problème. Et ça explique pourquoi, systématiquement, dans les remontrances, il y a des références très précises, systématiques au droit et à l'histoire. Quand je dis référence à l'histoire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire référence à Louis XIV, à Louis XIII. Des références directes. On dit, vous voyez, vos aïeux, dans ces circonstances-là, ont eu cette réaction-là. Vous devez, vous, dans cette circonstance-là, avoir la même. Les juristes manient très bien le précédent judiciaire. Mais là, ils manient le précédent historique. C'est exactement la même manière. D'accord ? Ça, c'est le premier problème. Donc, on est véritablement dans une opposition de fond. La deuxième affaire, c'est effectivement, je vais passer plus vite, les grandes remontrances de 1753 qui sont refusées par le roi. Le Parlement se met en grève parce que, c'est ce que j'expliquais, il y a véritablement là la manifestation la plus concrète d'un roi qui ne les écoute pas et qui, pire, ne veut même pas lire les remontrances parlementaires. On rompt le dialogue. Et on a véritablement là l'impression d'un Parlement qui n'est pas écouté. Et on revient dans le thème classique de l'opposition, du conflit, même armé, le roi mal conseillé. Et les remontrances de 53-54 développent cette idée du roi mal conseillé. D'accord, qui est une thématique très classique, qui n'est pas du tout propre au XVIIIe siècle. Hein. Et l'opposition parlementaire, on n'en a pas parlé, n'est pas non plus propre au XVIIIe siècle. Mais elle s'insère dans une réaction royale qui est totalement particulière. Dernière idée qui concerne justement ces pamphlets et qui concerne Jacob-Nicolas Moreau. Jacob-Nicolas Moreau a été élevé au Parlement. Il a été élevé par les Daguesseau. Il connaît par cœur le Parlement. Il sait très bien comment le Parlement agit. Il y a telle situation, on va trouver dans ce grand capharnaüm que sont les registres du Parlement un exemple. Même si juste dans la page d'à côté, il y a un exemple qui contredit. On s'en fiche, personne ne va vérifier. Pour la simple et bonne raison que le roi n'a pas de copie des registres du Parlement. Et n'a même pas, lui, de propres archives. Même les lois qu'il donne, il n'en conserve pas toujours une trace. Donc la seule trace qu'il conserve, c'est ce qui est dans les registres. Donc, Jacob-Nicolas Moreau sait très bien comment ça fonctionne. Il sait très bien que le Parlement, pour se justifier, va trouver un exemple là, et va retrouver des exemples historiques. Que veut faire Jacob-Nicolas Moreau ? Constituer pour le roi l'équivalent des registres du Parlement, mais en faisant des copies qui viennent de toute la France. Il va multiplier les copies avec les plus grands historiens du XVIIIe siècle, qui vont constituer une sorte d'équipe, et il va se charger de copier des centaines de documents, et en 1789, il y a plus de 50 000 documents qui ont été copiés. D'accord ? Il sait très bien comment répondre. Maupoux le savait très bien, mais le problème c'est qu'on manque de temps, on manque de personnes pour faire ce travail, c'est-à-dire pour prendre les 150 pages de remontrances parlementaires et pour, article après article, référence après référence, aller les vérifier et les contredire. J'ai trouvé quelques bribes de Maupoux où Maupoux dit « J'ai trouvé une déclaration qui contredit telle idée du Parlement. J'ai trouvé dans le Parlement de Rouen, justement, une déclaration qui contredit ce qu'a dit le Parlement. » Mais on manque de temps, on manque d'hommes et surtout, on manque d'argent. La royauté n'a jamais mis les moyens, même pour Moreau. Moreau a 16 000 livres par an pour copier tout ça. C'est rien du tout. Et dans une lettre, il écrit « Je ne peux pas lutter contre le Parlement avec des bouts de chandelle ». On a véritablement envoyé Jacob-Nicolas Moreau, on pourrait dire au casse-pipe, d'accord, face à une machine parlementaire qui est très bien rodée. Alors que Jacob-Nicolas Moreau est seul et n'a que pour compagnons, alors les plus grands historiens de l'époque, mais c'est assez limité, même s'il a avec lui quelques moristes qui viennent l'aider. Merci beaucoup.
J'aurais une deuxième question pour ne pas monopoliser le micro. Allez-y, on Vous avez parlé brièvement dans le travail du rôle de Lepage, le fameux Lepage. Quand on consulte ces archives à côté de Port-Royal, c'est très impressionnant. Diriez-vous, comme Catherine Maire, qui souligne son rôle d'éminence grise du Parlement, je crois que c'est Mably même qui parlait de lui comme l'oracle du Parlement, est-ce que vous diriez que le Parlement est mené ou emmené par un noyau janséniste? Alors très bonne question et on a justement c'est une question qui revient régulièrement sur le Parlement au XVIIIe siècle, c'est cette idée que finalement à certains moments c'est les jansénistes qui ont pris le pouvoir et qui dominent le Parlement. Lepage joue, c'est certain, une influence très importante au Parlement, non pas dans les idées, mais dans les exemples. Il est non pas l'oracle du palais, mais il est son munitionnaire. À chaque fois qu'on a besoin d'une idée ou d'un exemple, on demande à Lepage. Lepage connaît absolument tout et il est capable de vous sortir tous les exemples possibles. Vrai ou pas, dans l'histoire qu'il produit, le retour aux origines, c'est quelque chose qui est totalement fictif et artificiel. Mais il a cette capacité d'écrire et cette capacité de faire croire des choses qui n'existent pas. Donc c'est d'abord le premier munitionnaire du Parlement de Paris. Alors, cette question sur la question véritablement de janséniste ou pas. La plupart, donc on a un noyau janséniste au Parlement, mais qui est constitué d'une dizaine ou une quinzaine de conseillers. Dans 90% des cas, donc il faut voir les remontrances. Les remontrances ne sont pas un texte qui est discuté et qui est choisi à chaud. On a toute une série de filtres pour la constitution définitive des documents. C'est-à-dire, vous avez d'abord nommé des représentants de chaque chambre qui vont discuter dans une assemblée et qui vont concevoir les points à évoquer. Ensuite, quand ces personnes ont fait leur travail, ils reviennent au sein de leur chambre pour voir si la chambre est d'accord. On vote pour savoir si tout le monde est d'accord. Et ensuite, on retourne à l'assemblée, enfin à ce conseil restreint pour discuter de ce que l'on va concevoir. Les remontrances sont tout sauf un travail qui est écrit à chaud. C'est un travail qui prend beaucoup de temps et qui prend plusieurs mois. D'accord ? Donc, il n'y a pas directement d'influence janséniste dans les remontrances. Elles ne sont jamais rédigées comme ça à la volée, rédigées à chaud. Les seules remontrances rédigées par un janséniste, ce sont les fameuses remontrances de 1753 qui sont rédigées par Lambert. Mais pour une raison particulière, c'est que à la fin de 1752, le roi charge le Parlement de lui donner des remontrances. Et on a nommé 4 commissaires chargés de rédiger ces remontrances, et on attend ces remontrances comme c'est les remontrances sur les refus de sacrement, donc 4 personnes ont été nommées, chacun se dit « mais c'est mon heure de gloire ». Alors personne ne veut collaborer avec l'autre. Alors l'un va tomber malade, l'autre va se décourager, en voyant ça, le troisième va se dire « mais je vais jamais réussir tout seul », et le quatrième meurt. Donc forcément, c'est beaucoup moins facile pour rédiger les remontrances. Moralité, on est en mars, et le roi dit « mais j'attends toujours vos remontrances ». Donc on est proche, comme disent certains conseillers, dans les Mémoires de Saint-Vincent, c'est justement dit, on est proche du zéro pointé. C'est-à-dire arriver devant le Parlement en disant, on n'a rien. Et on charge à ce moment-là Lambert, qui connaît absolument tout, qui a tous les ouvrages et qui est allé voir, qui se charge, alors c'est un peu pittoresque, mais qui chaque nuit, avec son sac de livres, allait voir tel rédacteur pour l'aider. On charge Lambert, on lui dit, voilà, on n'a pas eu le temps, vous faites les remontrances, et c'est Lambert qui va rédiger pendant un mois ces remontrances seul, qui utilise tous les grands auteurs, dont Lepage. Donc mais ce ne sont pas des remontrances à caractère janséniste. Elles sont ultra gallicanes, elles sont chargées de défendre les libertés de l'Église gallicane et défendre aussi le Parlement, mais elles ne sont pas jansénistes à proprement parler. Je dirais un mot à propos des remontrances. Ces textes, c'est vrai, sont de lecture un peu décourageante. On pourrait comprendre Louis XV d'ailleurs. Parce que en principe, c'est des observations brèves sur des sujets très pointus d'un point de vue juridique. Et puis, dans les années 50, on voit arriver des choses qui font 100, 150 pages, qui sortent des greffes d'une manière objectivement scandaleuse par rapport à ce qui devrait se passer, et qu'on va pouvoir acheter dans la galerie du Palais en petits ouvrages qu'on peut mettre dans sa poche. Bon, ça
Toussus entre les mains. Alors, dans ces textes, il y a des points de passage obligés, il y a des références qu'on retrouve quasiment à chaque fois. Alors, en plus, c'est amusant quand on les retrouve d'une cour à l'autre, parce que là j'ai eu la preuve matérielle, Miromesnil en parlait, mais des canevas de remontrance, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font du prêt à remontrer qu'on peut envoyer à la demande à Rouen, à Rennes, pour les gens pressés, hein, ou qui n'ont pas la culture nécessaire. Et alors là j'ai eu la chance, je me disais, oui, il n'a pas dû l'inventer, mais j'ai eu la chance d'en trouver, quoi, des vrais canevas de remontrance. Hein. Donc le prêt à remontrer existe. Alors il y a un certain nombre de citations toutes prêtes, parce qu'il y a les très savants parlement, et puis il y a les moins savants ou les très pressés. C'est un peu la somme des deux qui va nous faire remontrer. Mais là, l'inconvénient, c'est que dans 100 pages, tout à coup, on ne se rend pas compte, mais il y a un paragraphe ou une phrase. C'est là où il y a la bombe. Sauf que ça peut être tout à fait anodin, c'est-à-dire qu'une virgule dans la même phrase, vous la changez d'endroit, ça ne veut plus dire la même chose, et ça peut même tout à coup prendre une valeur politiquement complètement subversive. C'est ça où ces textes sont difficiles à manier, y compris pour nous aujourd'hui, mais déjà à l'époque. Et puis ensuite, il y a tous ces filtres. Mais, et ça c'est à nouveau un Miromesnil, hein, sa correspondance administrative qui, je travaillais sur Rouen, m'avait attiré l'attention. En fait, la question c'est de savoir qui va aller mettre à la poste, in fine, si vous êtes en province, quel texte. Est-ce que le premier président est sûr que ce qui part à Versailles, c'est bien le texte qu'il pense être la version définitive. Alors là, on est sur les limites des archives. Hein. Là, hélas, je n'ai pas de preuves matérielles, si vous voulez, on va dire, d'escroquerie postale. Voyez. Mais je n'exclus pas que de telles choses aient eu lieu, parce que là, on a un produit fini qui est tellement complexe, et dans lequel il y a tellement d'étapes et de gens qui interviennent officiellement ou de manière sauvage, que chaque remontrance, c'est une histoire particulière, sauf que justement, nous, on a le produit fini, Flamermont dans le cas de Paris ou d'autres, sauf qu'on ne sait pas comment on est arrivé à ça. Et ça, c'est bien dommage. Merci beaucoup. J'étais fonctionnaire parlementaire, donc votre conférence m'intéresse énormément. Il me semble que quand tout de même, pourquoi a-t-on créé ces parlements? Il s'agissait bien pour le roi de déléguer sa justice. Le roi était essentiellement un juge. Et le rôle du roi a évolué au long des siècles, mais les rois n'ont jamais remis en cause, il me semble, le rôle judiciaire des parlements, et notamment du Parlement de Paris. Mais à partir du moment où le roi n'est plus seulement un juge, mais devient un administrateur, à partir des Valois, disons, et puis surtout à partir avec des Bourbons, au fond, le Parlement empiète sur le domaine du roi. Il n'y a pas de séparation du pouvoir sous l'Ancien Régime. Le Parlement, il a un pouvoir judiciaire qui lui est conféré par le roi, comme le répétera Louis XV dans la séance de flagellation. Et il me semble que vous avez sous-estimé la tendance du Parlement à avoir un rôle politique qui commence à apparaître très clairement sous la Fronde. Et les rois ont toujours refusé que le Parlement de Paris joue un rôle politique et sorte de son rôle judiciaire. C'est pour ça que Louis XIV a fini par interdire les remontrances avec effet suspensif, hein, que le régent rétablira. Et en définitive, on peut se poser une question un peu politique, c'est pourquoi la France n'a
n'a pas réussi à évoluer comme nos voisins britanniques et à évoluer petit à petit vers un régime de monarchie parlementaire. Ces parlements qui, au fond, vous avez oublié de parler quelque chose d'un autre organisme qui sont les États généraux. Les parlements, le Parlement de Paris surtout, se considérait, il me semble, comme une espèce de... comme chargé d'assurer l'intérim entre les États généraux. Et ça aussi, le roi, qui n'a pas convoqué les États généraux entre 1614 et 1789, le roi refusait également que le Parlement acquiert ce rôle politique. Mais pourquoi n'avons-nous pas évolué vers un système de monarchie parlementaire, à votre avis? On rappelle d'urgence Olivier Poncet. Pas un cours de toute l'année. Hein. Non. Il y a plusieurs choses. Il faut voir aussi que la monarchie parlementaire anglaise, elle naît dans le sang. Elle ne naît pas comme ça, sorti. C'est pas du tout un processus qui a été législatif où le roi n'a pas cédé son pouvoir du tout au Parlement. C'est une révolution qui naît dans le sang. Et donc là, la France a, on pourrait dire, si on fait un parallèle, effectivement, elle a 150 ans avec la Révolution, il y a 150 ans de retard par rapport à l'Angleterre. On ne peut pas comparer finalement l'évolution de la deuxième moitié du XVIIe et du XVIIIe siècle en Angleterre et dire pourquoi la France n'a pas fait la même chose. Elle fait la même chose, sauf qu'elle le fait en 1789. Après, donc il y a un décalage. Pas si le critère de modernité de décapiter les gouvernants. C'est effectivement, on retombe sur la même fin. Alors, c'est la première chose, c'est que là, on est aussi prisonnier d'histoire, on a deux choses qui sont totalement différentes. Sur le rôle politique du Parlement, je l'ai signalé, mais vous faites bien de le redire, le Parlement, l'opposition parlementaire ne date pas du XVIIIe siècle, et on a auparavant une opposition déjà sous François Ier, quand François Ier est en captivité, mais même avant, à l'époque médiévale largement, à l'époque médiévale, au XVIe siècle, encore plus au XVIIe siècle, et aussi au XVIIIe siècle, on a une opposition qui soit est larvée, soit qui est quelquefois très brève, mais très intense, comme sous la Fronde. Je ne pense pas qu'il faille penser que le Parlement cherche absolument à jouer un rôle politique. C'est faux, puisque le Parlement sait très bien une chose, c'est qu'il n'existe pas sans le roi. On est dans de la justice qui n'est pas retenue, dans de la justice qui est déléguée. Si le Parlement s'affranchit du roi, le Parlement n'existe plus. Et ça, c'est une chose dont ils ont véritablement conscience. Et le lit de justice est présent pour rappeler ça. Et c'est pour ça que j'avais aussi placé ce lit de justice. À partir du moment où le roi revient dans son Parlement, la justice déléguée cesse. Et les parlementaires, quelles que soient leurs opinions, quelles que soient leurs décisions, sont rappelés à ce qu'ils sont en fait des officiers qui dépendent du roi. D'accord ? Donc il y a ce lien qui est très fort, mais que c'est le paradoxe du XVIIIe siècle, on n'en a pas parlé, c'est que le Parlement cherche à jouer un rôle auprès du roi, mais finalement, ses demandes, ce qu'on pourrait appeler sa contestation, a l'effet inverse. C'est que finalement, ça sape les fondements de l'édifice royal et ça montre toutes les difficultés et toutes les béances du pouvoir royal. C'est ça, je pense, le principal problème au XVIIIe. On est dans un effet qui est presque paradoxal et qui explique pourquoi c'est si difficile à expliquer. Il me semble qu'on fonctionne dans un système dans lequel il n'y a pas de constitution écrite. Donc les choses ne sont pas bornées. Contrairement à l'Angleterre, c'est ça la grande différence. C'est-à-dire que, oui, chez les Anglais non plus, mais il n'y a pas une délimitation. Il y a quelques principes qui sont posés, et puis il y a ces choses mystérieuses quant à leur contenu exact au-delà de la loi salique qu'on appelle les lois fondamentales. Mais ce qui est quand même tout à fait intéressant, c'est qu'on n'en a pas la liste. On les invoque, ça on estime qu'il y a beaucoup de choses dedans. En revanche, ce qui est grave, c'est qu'en 1788, et là, du côté du Parlement de Paris, on va prétendre en dresser la liste. Mais là, on a déjà changé, on est passé à autre chose.
Avant, on est dans un système dans lequel, bon, ça s'équilibre plus ou moins, ça se déséquilibre plus ou moins entre le roi, la justice déléguée, mais aussi d'autres corps qui font la vie politique. Alors, ça pose problème de ce qu'on appelle politique sous l'Ancien Régime, qui, en soi, mériterait donc discussion. Je referme la parenthèse. Mais les choses se font, il y a des moments où il y a clairement, si vous voulez, l'autorité royale, qu'elle soit secondée par un cardinal ministre ou pas, va concentrer, si vous voulez, une intensité d'autorité qui sans doute ne peut pas durer très longtemps. On le voit après la mort de Richelieu, et puis celle de Louis XIII, on le revoit en 1715, donc les choses vont se remettre en place, se reconfigurer d'une manière différente, mais on reste à l'intérieur d'un système, et surtout, on n'a jamais eu l'imprudence de définir trop clairement comment ça devait marcher, ces choses-là. Et tant qu'on a eu la bonne idée de ne pas faire sauter les éléments essentiels du système et de ne pas vouloir tout mettre par écrit et de pouvoir tout dire, même si périodiquement on faisait des références à l'histoire, à des précédents historiques, à des textes juridiques, ça pouvait en gros marcher. Alors évidemment, ça marchait avec des accidents, ça marchait avec des crises, mais sans que ça menace, si vous voulez, la viabilité globale de la chose, même si ça pouvait être tout à fait confortable. Et puis, à force, et c'est là où ce qui se passe dans la seconde moitié du XVIIIe siècle peut être analysé de cette manière-là, il y a un moment où on en vient d'abord, si vous voulez, ce qui était le cadre général, à l'éroder, à le saper. Où le sens des mots, et ça c'est quand même très important au XVIIIe, le sens des mots va changer volontairement au subrepticement, où on va introduire aussi de nouveaux mots. Quand dans le vocabulaire politique, citoyen et sujet, c'est la même chose. Bon, c'est vrai, entre 1750 et la Révolution, mais bon, là, ça veut dire qu'on est en train, si vous voulez, ce cadre dans lequel tout le monde se retrouvait, on est en train de l'ébranler. Quand on va parler de patriotisme, par exemple, en 1788, là aussi, ça c'est un grand coup de masse qu'on donne dans le cadre, vous voyez, à des choses de ce genre. Et quand ensuite on va vouloir dire, si vous voulez, le discours de la flagellation, puisqu'on l'appelait ainsi, il n'est pas destructeur du cadre, on rappelle des principes de fonctionnement. En revanche, si on veut dire, voilà, jusque-là c'est le roi, après c'est ou le Parlement, ou la nation, les États généraux, etc., une fois qu'on entre là-dedans, là, attention, on passe à autre chose. Et c'est plus du tout pareil. Et ça risque de nous conduire, bon, c'est pas très bien où, mais sans doute très loin. Voilà, il peut être toute dernière question, si notre organisatrice en est d'accord. Juste une question très rapide alors. Seriez-vous d'accord avec William Doyle qui parle pour beaucoup finalement d'une sorte de vengeance personnelle, d'une affaire personnelle? C'est vrai que Julian Swann suggère que finalement le Parlement a pu être instrumentalisé par des ministres au Conseil, que finalement le Parlement est une forme d'agitation parlementaire, finalement qu'une caisse de résonance entre guillemets des différends, des rivalités entre ministres. Est-ce que vous pensez que Maupoux finalement n'a agi que par intérêt personnel? On me reprochait tout à l'heure de ne pas aimer beaucoup Maupoux, mais on discutait tout à l'heure, il y a une certaine empathie avec Maupoux qui a essayé de faire beaucoup de choses, en a raté beaucoup. Et effectivement, c'est quelqu'un qui, dès les années 50, est clairement quelqu'un qui s'engage dans la voie de celui qui va lui amener le plus de choses. Ce qu'il faut voir, c'est que la réaction de Maupoux, l'action de Maupoux, elle ne s'explique que par sa haine pour Lamoignon. À partir de 1750, puisque Lamoignon est garde des Sceaux, les Maupoux ne vont faire qu'agiter le Parlement. Par exemple, Maupoux étant premier président, Maupoux va décider de ne plus se charger de dresser les différents articles des remontrances. Il ne va plus guider cela. Il va laisser ça à l'Assemblée. Donc, avec quelquefois des débordements et des dérives. Et c'est ce qu'on voit aussi en 1771, quand les Maupoux arrivent à la chancellerie, il y a une volonté de vengeance
contre le Parlement, puisque Maupoux, le père, a été discrédité juste après l'affaire de l'hôpital général et obligé de démissionner. La vengeance du père et du fils, c'est ensuite effectivement de mater le Parlement qui les a discrédités. Donc il y a effectivement chez Maupoux cette tentation de tout le temps chercher le profit le plus immédiat. À tel point que Maupoux rédigeait, et on l'a dans les archives de Malesherbes, mais aussi dans d'autres fonds, Maupoux rédigeait chaque jour un compte-rendu de ce qui s'était passé au Parlement. Et c'était payé par Malesherbes ou enfin pas par Malesherbes directement parce que c'est dans les papiers Malesherbes mais c'est pas Malesherbes, c'était Maurepas, c'était payé par Maurepas et on a régulièrement des quittances, vous me devez, n'oubliez pas que vous me devez 18 000 livres pour les services rendus cette année, et en fait c'était quelqu'un qui était vendu directement au ministre. Donc on a là véritablement une personnalité trouble qui mériterait davantage d'études et davantage de précision. L'idée de William Doyle me paraît tout à fait intéressante, ne serait-ce que déjà comme antidote à la vision classique qui fait que tous les problèmes naissent au Parlement. Bon, ne pas oublier que le Conseil du roi n'est pas ou plus un endroit unique, il y a des rivalités de ministres, que ces ministres, quand ils ne sont pas tenus en main par le patron, ont des relais au Parlement de Paris. Une partie d'entre eux y ont été conseillers, ils y connaissent du monde. Et puis au Parlement, il y a un certain nombre de gens qui rêvent de se faire apprécier du ministre. Alors il y a deux manières de se faire, ça Bernis l'explique très bien dans ses mémoires, de se faire apprécier du ministre. Soit vous lui faites des offres de service, justement vous êtes le relais de la politique ministérielle et royale du moment. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'intermittence de la politique ce week-end. C'est quand même moins bien tenu que du temps d'avant. Alors, opinion personnelle. Mais vous avez aussi une deuxième manière, et ça, Bernis l'explique très bien. Si vous voulez être considéré par les ministres, être connu du roi, être connu de l'opinion, mettez le bazar. Et ensuite, c'est quand même le grand problème dans les années 50-60. On récompense ceux qui ont mis le maximum de désordre. Lambert. Et les malheureux qui ont cru, vous voyez, ceux qui ont pris la première option, eux, ils sont complètement à voir. Alors, ça finit par détruire les fidélités. Bon, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que on voit des périodes, par exemple, sous Fleury, ou à des périodes après Maupoux, où il y a un certain nombre d'éléments stabilisateurs au Parlement. Il y a des gens comme le Premier Président, le Procureur Général, qui, de manière institutionnelle, ont le poids et souvent l'autorité qui va avec, des personnalités, des lignées, etc. Et puis, il y a un certain nombre de relais, on va dire, plus informels, vous voyez, tel conseiller à la Grande Chambre ou tel personnage, que l'historien risque de rater d'un premier temps. Qu'il ne verra apparaître que grâce à des correspondances, en croisant des indices. Alors ça, on est toujours à la limite de notre potentiel pour ça, malheureusement. Et ceux-là ont un rôle influent, stabilisateur. Alors on ne les voit pas, mais ils vont parler à tel moment, dans telle délibération. C'est eux qui vont permettre de faire basculer, vous voyez, les opinions. Bon. Alors, sauf que du côté ministériel, en admettant qu'on ait à peu près une certaine unité de vue et de politique, ce qui n'est pas toujours le cas. Ensuite, dans le choix que vous allez faire de vos relais de la politique royale, vous avez un certain nombre de lignages qui pourraient se prêter assez bien à la chose. Sauf que si vous choisissez les Maupoux, vous n'aurez pas les Lamoignon, vous voyez, et ainsi de suite. Et que ces gens sont influents dans le palais, ils peuvent être susceptibles, ils ont des ambitions. Vous voyez, le jeune conseiller, quand il a été élevé dans le souvenir de l'ancêtre qui a été chancelier au garde des Sceaux, il va vouloir faire aussi bien. Donc, si vous voulez, il va falloir beaucoup de dextérité pour tenir le Parlement, et ça peut se détruire très vite. Et sur la période post-feutry, si j'ose dire, c'est-à-dire le Parlement vraiment sous Louis XVI, j'avais été très frappé dans le livre de Munro Price sur Vergennes. Il y a un chapitre extrêmement intéressant dans lequel il montre comment, avec Lamoignon, il y a eu
le renversement complet des soutiens du pouvoir royal, et que c'est comme ça que Calonne se retrouve sans personne pour l'appuyer et qui doit essayer de tenter sa chance auprès d'une assemblée des notables avec les suites que nous savons tous. Donc on est vraiment dans des choses extrêmement délicates et qui ne sont pas, si vous voulez, qu'on ne peut pas saisir uniquement par, disons, quelques énoncés simples, parce que c'est évolutif et c'est très subtil. Et ça nous demande tout un effort, parce qu'on ne sait pas tout ce que savaient ni nos magistrats d'époque, ni nos ministres, mais il faut essayer de comprendre les règles variables d'un jeu extrêmement subtil. Alors ça, il y a de l'ouvrage. Voilà, je crois qu'on va terminer là-dessus en remerciant David. Merci à vous. Merci beaucoup.